BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et on accueille Stéphane Van Nuffel et Christian Fontaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour messieurs. Bonjour. Christian Fontaine, le rédacteur en chef du Revenu. Stéphane Van Nuffel, le cofondateur de netinvestissement.fr. Vous nous emmenez, Christian, sur le monde tous les deux. Vous êtes mis d'accord pour nous parler assurance vie et immobilier, c'est ça? On va faire le match du jour. Match assurance vie contre immobilier. On est d'accord sur le match. Pour en parler. On est d'accord sur le match. Voilà, on est d'accord sur le match. Ensuite, on verra pour le fond. Non, plus sérieusement, le match entre deux vedettes. L'assurance vie et l'immobilier, deux placements préférés des Français. Un Français sur quatre détient un contrat d'assurance vie. 65% des Français sont propriétaires d'un logement, dont, et on le dit pas assez, 8% au moins d'un logement locatif. Ça vous a pas échappé, vous en parlez souvent sur votre antenne. Il y a eu une étude récente du Crédit Foncier qui demandait à 2700 personnes si demain vous aviez de l'argent à placer, vous le placeriez où? Eh bien, 70% répondent en premier choix l'immobilier et le deuxième choix, je ne vous fais pas dire, c'est l'assurance vie à hauteur de 15%, sachant que les placements sans risque n'arrivent qu'en numéro 3, 8%, et les marchés financiers, 7%. Voilà pour camper un peu le décor. C'est vrai que ça, c'est quelques généralités, avec bien sûr le grand chamboule-tout 2018, la loi de finances 2018, qui rebat les cartes de la fiscalité des placements. On fait le match comment là? On va faire les rendements, on va faire la liquidité, on va faire où il faut adopter une autre grille de lecture. Dans l'absolu, on devrait faire le match en comparant rendement, risque, bien entendu le juge de paix qui est la fiscalité dans tous les cas. Nous, on a plutôt une vision qui est un petit peu différente, qui serait plutôt une vision par tranche d'âge, puisque forcément... Parce qu'éventuellement le match est pas le, enfin le résultat est pas le même. C'est-à-dire que c'est compliqué. D'abord, moi, mes obligations légales font que je dois toujours rappeler que je ne peux pas faire un conseil comme ça qui soit généralisé, puisque la situation propre d'un client est le juge de paix réel de ma prise de décision lorsque je lui attribue un conseil. Donc, le match ne peut vraiment être, ne peut avoir un raisonnement cohérent que s'il est fait par tranche d'âge. Donc on va faire une tranche d'âge, on va dire grosso modo jeune actif, vie active classique, et puis préparation retraite. Pour une raison simple, forcément, chacun de ces deux gros champions, comme l'a dit Christian, va avoir des avantages et des inconvénients selon vos aspirations et vos besoins à court ou moyen ou long terme. Oui, ce sont des placements qui sont en fin de compte complémentaires. C'est vrai qu'on a tendance à les opposer en réalité. On constate que selon son âge, il faut privilégier plutôt l'un ou plutôt l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gros atout de l'immobilier, c'est quoi? C'est le crédit. Le crédit pas cher. Aujourd'hui, on peut emprunter à 1% sur 15 ans. C'est du jamais vu depuis des décennies et des décennies, même depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, il faut en profiter. Ceci dit, c'est vrai qu'ensuite, l'immobilier, on s'en rend compte très fortement, et le projet de loi, et la loi de finances d'ailleurs vient renforcer encore cela. C'est vrai que sur le plan fiscal, l'immobilier, c'est quand même très très pénalisé. Donc c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, pour disposer de revenus un peu taxés, il faut aller sur l'assurance vie. Voilà. Premier tacle, de placement complémentaire. Premier tacle déjà. Vous avez vu, premier tacle sur l'immobilier. C'est arrivé par le côté. Il est un peu irrégulier celui-là. Je suis assez d'accord. Non, mais le revenu n'est pas opposé à l'immobilier. Non, ce qui est important quand même de préciser, c'est que les choses sont très évolutives dans le temps. Aussi, la preuve, Christian le rappelle, le projet de loi de finances a aussi un peu chamboulé tout ça. Et on parle de deux acteurs du patrimoine des Français, sont les deux placements préférés des Français, fondamentalement, qui subissent aussi et qui pourront encore subir à l'avenir des changements. Donc il faut être très prudent dans ce qu'on dit. Ce qui peut être très bien aujourd'hui, parce que la fiscalité est plutôt favorable à l'un plutôt qu'à l'autre, pourrait très bien s'inverser dans l'autre sens. Donc là, je mets un petit carton jaune, comme ça calme tout le monde et on repart à zéro. Un partout dans l'autre sens. Sachant que dans une bonne politique, et c'est probablement pas Stéphane qui va ni Christian qui va me contredire, effectivement, il faut regarder la fiscalité, il faut regarder les rendements, mais il y a aussi tout ce qui est prévoyance, tout ce qu'il y a. Voilà, il y a de multiples... On va en parler, bien sûr. Bien sûr. On rentre dans le vif du sujet, là? On rentre dans le vif du sujet. On attaque la première tranche d'âge. Première tranche, vous avez autour de 30 ans. Là, si vous voulez, la priorité des priorités reste quand même l'acquisition de la résidence principale. Alors là, c'est très classique, mais parfois en gestion de patrimoine, il faut savoir être classique et parfois il faut savoir innover. Alors pourquoi acheter aujourd'hui sa résidence principale? Tout d'abord parce que ça sécurise votre avenir et celui de vos proches. Malheureusement, des locataires qui se font expulser par des propriétaires qui souhaitent récupérer leur logement, ça arrive tous les jours. Ensuite, devenir propriétaire de son logement, c'est la première décision patrimoniale pour préparer la retraite. Le jour où vos revenus, tous les 4, seront divisés par 2, vous serez bien content de ne pas devoir rembourser Parlez pour vous. Loyer. Troisième
argument. C'est vrai que sur le plan fiscal, la résidence principale, c'est une niche fiscale à la française. Eh bien, il faut en profiter. On parlait tout à l'heure, exonération d'impôt sur la plus-value à la revente. C'est considérable, c'est comme ça que se font les fortunes aujourd'hui. Ah oui. On achète petit, on revend, on ne paye pas d'impôt, on rachète plus grand, et ainsi de suite. Deuxième élément clé, on parlait de l'évolution de la fiscalité. C'est vrai que pour l'IFI, l'impôt sur la fortune nouvelle mouture, c'est vrai que vous profitez d'un abattement de 30%. Le crédit d'impôt site qui permet aussi de rénover son logement tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt à hauteur de 30% sur les fenêtres, sur les volets. Il faut en profiter car bientôt demain sera terminé. Donc voilà, c'est autant de raisons pour lesquelles il faut parfois savoir rester classique. Alors je vois un petit sourire au bout des lèvres, mais devenez à 30 ans, il faut acquérir sa résidence principale. Bien sûr, ouvrir un contrat d'assurance vie, mais acquérir son logement. L'immobilier reste une pierre angulaire pour... Oui, bon. Oui, alors je suis obligé de tempérer un peu même si je vais plutôt avoir tendance à défendre l'immobilier dans le global, là pour le coup il faut faire attention juste à la zone. Parce que moi j'ai vécu dans mon expérience de 15 ans de carrière, je sais je ne l'ai fait pas, l'idée c'est juste de se dire le prix immobilier a tellement évolué dans certaines régions. Quelqu'un d'optimiste. Voilà, Surtout dans la vôtre. naïf, optimiste. Non, pas forcément, parce que Bordeaux a été encore assez protégé. Je pense à la Côte d'Azur et à Paris, pour le coup. Aujourd'hui, un jeune actif, même s'il a une belle carrière qui sort d'une grande école, acquérir tout de suite un appartement à Paris n'est pas forcément simple. Facile. Alors, la question est juste de dire, attention, c'est pas l'alpha et l'oméga du patrimoine non plus. Il faut peut-être mieux être locataire d'une surface plus grande pour être bien, et puis d'acheter du locatif dans une ville de province. L'important, c'est d'être propriétaire à la retraite d'un actif immobilier qui vous protège s'il arrive. Bon, maintenant, on est d'accord. Juste ajouter une chose à 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, à 30 ans, vous pouvez emprunter sur du long terme. Vous pouvez emprunter sur 20, vous pouvez emprunter sur 25 ans. Les taux sont hyper attractifs, et en France, la spécificité, c'est que vous pouvez fixer votre taux. Donc le taux que vous fixez aujourd'hui sur 25 ans, en imaginant une seule seconde que vous ne déménagiez pas dans les 25 prochaines années, ce qui est quand même, toutes les statistiques le prouvent, pas du tout le cas, mais peu importe, ce serait un enrichissement par l'inflation par rapport à votre taux qui est fixé, qui est énorme. Parce que votre taux, si vous le bloquez à 1,90 sur 25 ans, et que l'inflation repart à 1,5 tous les ans pendant les 25 prochaines années, vous allez vous enrichir par votre pouvoir d'achat. Le taux fixe, ça nous paraît à tous naturel, parce que quasiment tout le monde prend un taux fixe. C'est un luxe français, très français le taux fixe. C'est pas un luxe français, mais c'est une culture française, comme le font en rôle l'assurance-vie. Et il y a beaucoup de pays où la norme, c'est le taux variable. Tout à fait. C'est même quasiment dans le 95% des pays de la planète. Et par les temps qui courent, le taux variable, c'est pas terrible. Vaut mieux avoir un taux fixe. De toute façon, ceci dit, Stéphane, oui, de s'endetter. Effectivement, d'accord sur le fait que dans les grandes villes, si vous n'avez pas les moyens d'acheter votre résidence principale, l'important c'est de prendre pied dans l'immobilier. Attention tout de même à ne pas trop s'endetter. Malheureusement, il y a beaucoup d'accidents de la vie. Il y a des divorces, il y a du chômage. Et c'est vrai que si vous endettez sur 30 ans et qu'au bout de 5 ans, la vie fait que vous devez revendre, vous n'aurez quasiment pas remboursé de capital. Et si les prix se sont un tout petit peu érodés, vous n'aurez, compte tenu des frais de notaire, etc., peut-être pas les moyens. C'est en fait le prix de vente de votre logement ne couvrira pas le capital. J'ai pas dit 30 ans, mon cher Christian, j'ai dit 25 ans. 25 ans, revenu on milite plutôt pour 15 un tableau on est un peu plus raisonnable. C'est important que les gens le sachent. Alors je suis pas là pour défendre le crédit, mais aujourd'hui, avec la politique de taux qui est passée, moi j'ai commencé ma carrière, le taux classique est aux alentours de 4, que ce soit résidence principale ou locatif. Là on est autour de 2, plutôt sur 20 ans, j'entends. Fondamentalement, c'est énorme. C'est pas simplement sur le coût de la mensualité et la capacité qu'on a de se solvabiliser en tant qu'emprunteur, c'est également sur le coût du crédit. Et Christian le dit, entre un 4% sur 20 ans et un 2% sur 20 ans, si vous revendez à 5-6 ans parce qu'il y a un accident de la vie, l'amortissement du capital n'est pas le même sur 20 ans. On a remboursé beaucoup plus de capital aujourd'hui qu'on ne le faisait à l'époque. Donc c'est aussi très important d'avoir ça en tête, parce que quelque part, au lieu d'épargner sur... On rappelle, le prêt amortissable, on commence par rembourser les intérêts. Normalement, on remboursait beaucoup d'intérêts et on finira par rembourser du capital. C'est plus le cas, mon cher Cédric. Sur 20 ans, avant, vous aviez 60% d'intérêts et 40% de capital remboursé dans les 5-6 premières années d'annuité. C'était comme ça. Aujourd'hui, les intérêts sont inférieurs à 50% dès le départ, sur 20 ans. Ça change tout, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de mettre 100 € tous les mois sur un PEL ou sur un livret A à côté de votre résidence principale, vous avez plutôt intérêt à le mettre dans un financement. Tant que le marché immobilier se porte bien... Petite astuce. La durée moyenne des prêts à la souscription, c'est de 17-18 ans en France. La durée réelle moyenne des prêts est de 7-8 ans. Ça signifie que la plupart des gens qui aujourd'hui empruntent pour acheter, la vie va faire qu'au bout de 7-8 ans, ils vont rembourser. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder le tableau d'amortissement et au bout de 7-8 ans, regarder un petit peu le montant du capital
restant dû. Ça vous permet de voir, même si les prix s'érodent dans votre région, si vous serez à même de faire face à vos obligations bancaires. Il faut négocier des exonérations de pénalités de remboursement anticipé. Christian a raison d'en parler. Ouais. C'est très important quand on a 30 ans et qu'on se lance pour la première fois dans un investissement qui soit locatif ou RP. Essayez de négocier ça avec votre banquier, puisque la réalité prouve qu'on ne va pas au bout de son crédit quand on a 30 ans aujourd'hui. C'est un point essentiel. Les pénalités peuvent monter à 3% du capital restant dû. C'est essentiel. Mieux vaut accepter 1/10 de point supplémentaire sur le taux d'intérêt et négocier l'absence de pénalité. A fortiori quand on a 30 ans. Bon, donc à 30 ans, on fait d'abord de l'IMO. Oui, moi clairement je dirais oui pour les raisons que Christian a très bien expliquées. Ensuite je dirais si on doit faire de l'assurance vie, et il faut en faire aussi parce que le mieux c'est de faire un peu de tout, là pour le coup à 30 ans, s'il vous plaît chers auditeurs, ne faites pas de l'assurance vie à 100% en fonds euros si vous avez 30 ans. Parce que si vous avez 30 ans, ça veut dire que vous avez 35 ans minimum devant vous pour penser à votre retraite, et donc vous avez le temps d'entrer un petit peu sur les marchés. BFM Business, intégral placement, idée de placement. Allez, on poursuit nos échanges avec Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel. Le match entre l'assurance vie et l'immobilier. On passe au cadra. Qui veut prendre le lead? Christian? Alors, les cadras. On a parlé d'un certain nombre de caractéristiques techniques. Donc, a priori, on a acheté sa résidence principale. Alors, on a acheté sa résidence On est en cours. On a acheté, on peut au prou, on peut espérer qu'on commence à être installé dans la vie. Peu au prou, on a terminé de rembourser sa résidence principale. Bon. Ensuite, il faut tenir compte un tout petit peu de vos goûts et de vos caractères, de ce que vous aimez faire, si vous voulez. En gros, il y a des gens qui adorent l'immobilier. Dans ces cas-là, il faut continuer sans doute sur l'immobilier. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent les placements financiers parce qu'ils veulent moins s'investir dans le suivi de leurs investissements. Donc, ce que vous dites aux gens, c'est à 40 ans, suivez juste vos penchants. Non, quoi, non. À 40 ans, comme à 30 ans, d'ailleurs, il faut tenir compte, je dirais, de son caractère et pas uniquement, il faut faire des placements qui vous attirent et qui vous ressemblent. Ensuite, à 40 ans, mais il y a deux. Je dirais qu'il faut sans doute poursuivre dans l'immobilier. Donc là, vous avez le choix, soit de vous faites plaisir parce que vous avez les moyens, vous faites l'acquisition d'une résidence secondaire. C'est vrai que les prix ont beaucoup baissé, notamment à la campagne, et c'est pas forcément un mauvais moment pour investir. Ne pas sous-estimer quand même les frais d'entretien, ça monte très vite à 2%, voire 4% du prix d'acquisition tous les ans. Donc il faut budgétiser, il faut être capable, je dirais, sur le plan effectivement des rentrées et des sorties annuelles, d'assumer ce type de dépenses. Et puis bien sûr, mais il faut aller vers l'investissement locatif. Alors là, si vous voulez, c'est très simple. Il y a à cet âge-là, il faut essayer de cumuler à la fois les baisses d'impôts, si on investit dans l'immobilier pour réduire ses impôts, parce que les revenus deviennent plus importants et donc on paye quand même plusieurs mois. Je dirais, l'impôt sur le revenu peut peser plusieurs mois. Et puis, bien sûr, on investit dans la pierre aussi pour se constituer des revenus complémentaires le dit moment. Donc après ça, effectivement, il y a la question immobilier neuf, immobilier ancien. Bon, c'est vrai que toutes les études montrent que ceux qui investissent dans l'immobilier neuf privilégient plutôt la défiscalisation. Ceux qui investissent plutôt dans l'immobilier ancien privilégient la constitution du capital. Là, vraiment, c'est vraiment une question de goût. Il n'y a pas de mauvais ou de bons investissements. 40 ans. Et je terminerai là-dessus, c'est vrai que c'est aussi le début de la diversification et c'est vrai qu'il faut là commencer à miser sérieusement sur l'assurance vie. Et pourquoi l'assurance vie? Non pas pour le fameux fonds en euros, même si le revenu reste très favorable au fonds en euros, mais pour investir régulièrement en bourse. Et là, c'est essentiel. La clé ici, c'est le seul élément qui détermine si vous allez être gagnant ou perdant en bourse, c'est, je dirais, le moment où vous entrez sur le marché. Personne ne sait si demain les marchés vont prendre 20 ou 30% ou s'ils vont chuter de 20 ou 30%. Donc ce qui compte, c'est d'investir un tout petit peu chaque mois et c'est la seule façon pour être gagnant dans tous les cas au bout de 15 ou 20 ans. Donc, à 40 ans, les deux, de l'immobilier et de l'assurance. On va dire la quarantaine, plus que 40 ans, pardon mon cher Christian, la quarantaine que je connais bien, donc mon cher Guillaume, puisque je la démarre à peine, mais vous verrez, ça se passe très bien. La quarantaine est une tranche d'âge qui est très particulière, parce que d'abord on commence à être installé dans la vie, comme l'a très bien expliqué Christian, et puis pour certains d'entre nous en tout cas, arrive aussi la notion de famille. Et la notion de famille, ça implique bien entendu des nuits un peu plus courtes, des soucis, des choses comme ça, mais ça implique aussi quelque chose d'important, c'est que l'avenir, qu'on n'a pas forcément encore en vision à 30 ans, parce qu'à 30 ans on vit un peu au jour le jour, etc. L'avenir, la succession, la transmission, la retraite, les inquiétudes naissent, je pense, plus dans la quarantaine que dans la trentaine. C'est une constatation, j'ai envie de dire, presque statistique des quelques centaines, voire milliers de clients que j'ai rencontrés depuis 15 ans. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, donc à 40 ans, on va plutôt tourner son appétence à l'investissement, comme le disait Christian, pas forcément pour une question de goût, parce que j'aime l'immobilier plutôt que le financier, mais plutôt par rapport à ce qui fait ma vie dans la quarantaine. Et clairement, l'immobilier va avoir ce stade-là. On a déjà pensé à 30 ans à devenir propriétaire.
Bon, à 40 ans, on va plutôt voir, est-ce que je paye moins d'impôts en faisant de la défiscalisation dans l'immobilier neuf? Est-ce que je fais de la résidence secondaire parce que j'ai envie de partir au Cap Ferret pendant les vacances et de pas forcément avoir une location? Est-ce que je fais du locatif classique parce que je veux faire un coût immobilier? Parce que là, j'ai une vraie appétence pour l'immobilier. J'aime la pierre, j'aime faire des coups, j'aime faire des travaux. Ou est-ce que, pour certains, je vais commencer à penser à l'immobilier meublé et géré pour utiliser des mécanismes fiscaux qui vont me permettre d'avoir des rentes défiscalisées dans 20 ans. Donc on a déjà une multitude de clientèle et de profils de clients qui est beaucoup plus importante à la quarantaine qu'à la trentaine. Donc sur le financier, et c'est là que le financier rentre en compte. Et je rejoins Christian là sur la quarantaine, pour le coup il n'y a aucune des deux solutions qui est préférable à 40 ans. L'assurance vie devient quelque chose d'intéressant pour tous les quarantenaires. Celui qui cherche de la perf, il fait du 100% UC, il peut aller chercher des trucs... Unité de compte. Ouais, des unités de compte, pardon. Il fait 100% d'unités de compte et il peut aller chercher des produits extrêmement offensifs, puisque l'assurance vie est ouverte à toutes sortes de produits. Celui qui vient chercher l'assurance vie parce qu'il veut avoir un mix de flexibilité, il va faire du fonds euro, des SCP, de SCPI, des choses comme ça. Et ça, c'est très important. Et celui qui va chercher de la retraite, il va se préparer à utiliser potentiellement les rentes viagères auxquelles il aura droit avec une fiscalité particulière de l'assurance vie. Et celui qui va chercher de la succession, il va profiter quand même, mon cher Christian, vous êtes d'accord avec moi, du principal avantage de l'assurance vie, qui consiste dans des clauses bénéficiaires précises et dans une exonération de droits de succession jusqu'à nouvel ordre par bénéficiaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 40 ans, on commence déjà à se projeter. Donc dans les deux schémas, immobilier ou assurance vie, quelque part, j'ai envie de dire, il faudrait qu'il fasse les deux. Dans l'absolu, le quarantenaire, il faudrait qu'il fasse un peu des deux. D'accord avec Christian là-dessus. Mais enfin, clairement. vous disiez il faut diversifier, il n'y a pas que l'assurance vie. Dans les produits financiers qui permettent de préparer sa retraite, il y a le PERP, il y a le PERCO. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier le PERP ou le PERCO à l'assurance vie dans les produits financiers? Il faudrait faire un match immobilier contre assurance vie. Il faut apporter toutes les idées. Je suis 100% d'accord avec vous, puisque nous, c'est ce qu'on on pourrait compléter, mais il y a un immobilier ou un et assurance vie, je dirais, sur la plus haute marge du podium, et je dirais les placements retraite, ce serait uniquement une marge sur le podium un peu plus basse. Et franchement, si les Français déjà, si les Français utilisaient bien l'enveloppe assurance vie, je peux vous garantir que déjà, ce serait déjà, s'ils comprenaient bien l'ampleur de la capacité qu'a ce produit. Allez, on poursuit, on passe à la décennie suivante ou pas? Alors, troisième tranche d'âge, effectivement, autour de la soixantaine. Là, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'immobilier locatif? C'est très simple, vous avez quasiment déjà terminé de rembourser votre emprunt bancaire. Donc, sur le plan fiscal, vous avez moins, je dirais, de matière à déduire, et donc vous payez plus d'impôts. Surtout que vos logements locatifs sont en bon état. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe vers la soixantaine? Je dirais que vous payez énormément d'impôts sur vos revenus locatifs. Pour un cas taxé à 30%, c'est quasiment 50% d'impôts. Et on divise le taux de rendement brut de l'immobilier locatif par 2 entre le brut et le net. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut penser progressivement à vendre l'immobilier locatif le moins rentable pour gonfler l'assurance vie. Et pas un arbitrage comme ça stérile, tout simplement parce que l'assurance vie est beaucoup moins taxée en cas de retrait. Donc, oui à l'immobilier locatif, oui à l'immobilier pour se constituer un capital, notamment un capital à crédit, ce que ne permet pas l'assurance vie. Mais à partir du moment où vous avez remboursé les banques et pour compléter votre pension, mieux vaut miser sur l'assurance vie qui est beaucoup moins taxée. Et puis, Stéphane en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'aussi l'assurance vie se transmet beaucoup plus facilement. L'immobilier locatif, c'est quoi? Ça rentre dans la base taxable. En ligne directe, très vite, on monte à 45% de prélèvement de droits de donation et de succession. Pour l'assurance vie, c'est au maximum environ 31,25% de mémoire. Surtout, l'assurance vie se divise beaucoup plus facilement. Diviser un appartement, c'est pas génial. Soit vous mettez tous les enfants en indivision et le jour de votre disparition, c'est la guéguerre parce que, je dirais, non seulement il y a des droits de partage à payer, mais ensuite personne n'est d'accord sur la valeur du prix des parts. Soit vous donnez à monsieur, par exemple à votre fils, un appartement à Paris et, je dirais, à votre fille, une maison à la campagne. Et là aussi, de toute façon, c'est les querelles de famille assurées au moment du décès parce que l'appartement à Paris aura pris beaucoup plus de valeur que la maison de campagne. Donc c'est pour ça qu'à cet âge-là, il est préférable de privilégier l'assurance vie parce que ça se transmet plus facilement. Alors, Stéphane, moi, je partage partiellement cet avis parce que, bien entendu, forcément, on sait en plus, alors ça ne concerne pas une grande partie des contribuables français, mais on sait que l'IFI
a aussi changé la donne sur les gros propriétaires. C'est-à-dire ceux qui, il y a 30 ans, qui étaient basés sur l'immobilier, aujourd'hui le regrettent un peu. Parce que forcément, c'est moins drôle. Alors bien sûr, on imagine bien que s'ils sont à l'IFI, on ne va pas les plaindre non plus. C'est que l'immobilier s'est bien comporté ces dernières années. Ils ont tellement gagné des côtés. Voilà. Mais je rejoins donc tout à fait Christian dans ce raisonnement. Il y a autour de la soixantaine un réel bilan à faire, pas simplement sur ses points de retraite et ses droits. Il y a un bilan à faire sur la globalité de la cohérence de son patrimoine. L'exemple de donner un appartement à l'un et une maison à l'autre est un excellent exemple. Il y a un bilan à faire pour se dire est-ce que mon patrimoine je le garde en immobilier ou est-ce que je le liquide en numéraire pour pouvoir utiliser aussi les capacités de donation dont on a droit. Est-ce que je transforme des biens immobiliers qui étaient des simples indivisions en une grosse SCI dont je peux distiller des parts, comme ça tout le monde est propriétaire et un peu de l'appartement et un peu de la maison. Donc ça demande un très gros bilan. Globalement, on sait qu'autour de la soixantaine, pour moi en tout cas, soit vous faites de l'immobilier qui a été tellement rentable que vous acceptez la fiscalité maintenant parce que c'est juste retour des choses, soit vous faites de l'assurance vie parce que ce sera plus simple et ce sera, c'est très important mon cher Cédric, liquide. Voilà. Oui. Il y a un âge où à un moment donné, les accidents de la vie, l'évolution de la vie, les enfants à aider peut-être, c'est peut-être mieux d'avoir du liquide. Les besoins médicaux, même avec la vieillesse. Voilà. Et puis même peut-être de filer un coup de main à ses enfants à un moment donné, c'est peut-être mieux que d'être assis sur un patrimoine immobilier qui ne sera transmissible que dans 30 ans, parce que maintenant, quand on a 60 ans, on sait qu'on a encore 20 ou 30 ans à vivre. 10 secondes chacun pour conclure. Allez, Jean, oui à l'immobilier pour se constituer un patrimoine à crédit. Et ensuite, oui à l'assurance vie pour se doter de revenus complémentaires peu taxés et facilement, l'assurance vie facilement transmissible. Moi, j'aurais tendance, parce que ma nature est comme ça, à dire que l'immobilier est quand même très sécurisant. Christian l'a dit dès le départ, l'immobilier, ça sécurise d'avoir un Vous êtes chez-soi. propriétaire l'un et l'autre Oui, moi je suis propriétaire. Mais pour la même raison que celle que Christian a abordée, c'est-à-dire je pense qu'à la retraite, il faut être propriétaire. De sa RP ou pas, il faut être propriétaire. Résidence principale. Voilà. Maintenant, juste pour finir, je pense quand même que l'assurance vie, on peut le dire, mon cher Christian, l'assurance vie remporte quand même globalement ce genre de match, comme elle remporte tous les matchs, parce que l'assurance vie, je le redis, est sans doute en France, mais peut-être dans le monde, l'assurance vie à la française, une des enveloppes patrimoniales les plus ouvertes et les plus flexibles. On peut faire plein de choses. C'est beaucoup plus facile à gérer. Exactement. On parlait de l'âge, c'est vrai qu'un investissement locatif, l'immobilier, il faut s'investir personnellement. Tout le monde peut y trouver son bonheur. Voilà. Même si on n'a pas juste de problématique de transmission, l'assurance vie, c'est Oui, bien sûr, parce que bien sûr. pourquoi compte titre assurance vie enfin voilà, ça touche, c'est transversal. Malgré, je dirais son nom, est un placement de jeunes. De jeunes, exact, mais c'est vrai. Le temps, de toute façon. Le temps est là. On vous retrouve tous les deux tout à l'heure pour répondre aux questions de nos auditeurs, pour interroger nos experts. Notre site internet bfmbusiness.com. Christian Fontaine, Le Revenu, Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement.